Tu peux faire une erreur, mais au bout d'un certain nombre de fois, c'est des choix. Il y a un du million de demander de l'aide. Ça t'arrive souvent de demander de l'aide? J'ai aucune honte à demander de l'aide. T'as pas de hachma. Salut Dinos, merci d'être là, on est très heureux de te recevoir. J'ai plein de questions à te poser, on va parler de ton dernier album Kintsugi, de ta carrière, de musique. On va beaucoup parler, quoi. Est-ce que t'es prêt? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parti. J'ai écouté un truc, gars, si je te montre la honte. J'ai écouté Brat. Oh, la honte. Au moment où on enregistre cette interview, on est à quelques jours de la sortie de ton nouveau projet. Comment tu te sens et tu t'attends à quel retour de la part du public? Je me sens bien, très bien. Vraiment très bien. Donc je pense que ça s'entend dans l'album que je me sens bien. Je sais pas comment t'expliquer. Après voilà, t'es pressé de savoir comment les gens vont apprécier, ce qu'ils vont penser, etc. Mais c'est vrai que je me sens bien là. Donc le groupe vit bien. Cet album, il se nomme Kintsugi. Ouais. On dit que le Kintsugi, c'est une ode à l'imperfection et à la fragilité. Pourquoi ça te parle, ce truc-là? On dit aussi que c'est l'art de la résilience. Et je pense que au-delà d'un art, c'est aussi une philosophie. Au moment où j'enregistrais cet album, en plein process, je me reconnaissais vraiment dans cette philosophie. C'est aussi simple que ça. Tu te considères comme peut-être une personne fragile des fois? Même dans notre plus grande virilité, je pense que c'est important d'accepter ses émotions en vrai. Et c'est ce qui fait toi un homme. Donc c'est Nac Mendoza qui disait pleure un bon coup. Un homme qui pleure pas, c'est pas un homme. C'est important d'accepter toutes les facettes de toi-même, toutes les facettes de la vie et toutes les facettes émotionnelles. De pas faire le déni. Voilà, c'est pas faire de déni émotionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Dans l'album, il y a un moment donné où tu te mets dans la peau d'un auditeur et tu dis t'as du mal à te faire une idée précise sur moi, t'écoutes mes sons comme il est dépressif ou quoi. Est-ce que tu comprends les gens qui disent que t'es un rappeur triste? Bah ouais, parce que j'ai fait des albums tristes. En tout cas, mélancolique et froid. Peut-être pas triste parce qu'il y a toujours des morceaux qui bougent, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'albums mélancoliques. Et c'est peut-être l'album le moins mélancolique, celui-là. Hein. C'est l'album qui bouge le plus. Et ouais, je comprends tout à fait. Ouais. C'était quoi le déclic à l'époque qui t'a donné envie justement de plus te révéler? Il n'y a pas de déclic. En vrai, la musique, c'est un exutoire. Faire de la musique, c'est ce que je préfère le plus au monde. Ok? Donc, je me pose pas nécessairement la question de quoi je vais parler. Je parle de choses dont j'ai envie de parler à l'instant T. Et parfois, j'ai des thèmes que je peux traîner depuis 1 an, 6 mois, 3 mois, ou peu importe, que j'essaye d'écrire. J'arrive pas forcément. Encore sur cet album-là, j'avais des thèmes que je souhaitais aborder, que j'ai pas réussi à aborder. Donc, je garde ça pour plus tard. Des sons que j'ai écrits, etc., où je me suis dit, cet angle-là, il est pas bon, etc., même sur les albums d'avant. Mais c'est plus, j'essaye des choses, j'y arrive ou j'y arrive pas. Mais j'ai pas la prétention de me dire, j'ai ce déclic, je vais devenir ça pour cet album et tout. J'ai pas cette prétention-là. Il y a une thématique qui revient souvent dans le projet, justement, c'est celle de l'isolement et de la solitude. Est-ce que tu penses que c'est la célébrité qui te fait cet effet? Il y a ce truc, les artistes, ils aiment trop dire, moi, je suis un solitaire, moi, je suis un loner, etc. Mais c'est vrai que j'ai un rapport particulier à la sociabilité. J'aime beaucoup les gens et en même temps, j'ai des instants de solitude où je disparais et je suis tout seul, je suis dans mes pensées, etc. Même quand il y a des gens, parfois, je suis dans un monde et je suis seul, etc. Mais c'est peut-être un truc d'artiste ou un truc de, je sais pas, tu vois. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, justement. C'est les gens qui me le disaient. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait Taciturne. Et j'ai vraiment réalisé que c'était parfois un trait de personnalité. Il y a un morceau qui s'appelle Demain n'existe plus dans Stamina où je dis, je suis connu dans toute la France, je suis privé de vie privée. Et tu vois, en fait, il y a un moment où tu réalises que une fois que ta musique sort, grossièrement, elle t'appartient plus. Une fois que tes clips sortent, ils t'appartiennent plus. Une fois qu'une photo, tu la postes, en fait, rien ne t'appartient. Il y a que ta vie privée, en tout cas, à mon sens, qui m'appartient. Et tu y penses pas, en vrai, de vrai, avant de commencer la musique, tu le fais juste par passion. Mais une fois que tu décides de rentrer dans l'industrie ou de faire de la musique, tout simplement, et d'être une figure, entre guillemets, publique, puis rien ne t'appartient, finalement. Il reste juste une petite partie de ta vie qui est à toi. À part si tu veux marketer dessus ou à part si t'es le type de personne à montrer ta vie privée, etc. sur les réseaux et ce que je respecte et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir une partie de moi qui m'appartient. Et je me suis rendu compte que dans le passé, peut-être que je l'ai pas fait comme je devais le faire. Et aujourd'hui, j'ai ce truc où, j'ai quand même envie d'avoir une partie de ma vie à moi. C'est ma vie. Tu vois, même quand je vais faire les courses, je sais comment me reconnaître. Donc, je vais swaguer quand je fais les courses. Mais c'est pas normal, en vrai, d'aller faire les courses, de swaguer. Tu vas acheter du lait, t'es là, t'es en Margiela. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Je dois pas être comme des garçons en Dries Van Notel pour acheter du lait. Tu repenses à quand t'étais anonyme, quand t'étais dans ces moments-là, par exemple? Non, j'y repense pas parce que je suis pas un gras envers la vie. J'ai trop de gratitude envers la vie. Je dis dans 93 mesures, je repense à quand je priais pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc et en plus je suis pas nostalgique moi. Il y a beaucoup de mélancolie et nostalgie dans mes chansons, etc. Mais je suis vraiment pas un être humain nostalgique. Pour moi, ce qui est terminé est terminé.
Donc pendant un process, par exemple, d'acceptation de fin, ça peut te prendre du temps, etc. Mais une fois qu'une chose est terminée, je reviens pas en arrière. J'ai l'impression que même ta moitié, tu veux pas qu'elle soit célèbre. T'as une phrase pareille où tu dis ne sois pas célèbre dans le projet. Alors c'est l'opposé plutôt. Je me mets dans la peau d'une moitié qui me dit qu'elle a pas envie que je sois trop célèbre parce que elle me partagerait avec beaucoup trop de gens. Donc toi, ça tirait, toi, de former un couple à la Rihanna, ASAP Rocky, hyper médiatisé? Je pense que quand j'étais plus jeune, dans les relations, j'avais un truc où je cherchais potentiellement, tu vas chercher la femme de ta vie, etc., la personne de ta vie, etc. Aujourd'hui, je vois les choses différemment et je me pose vraiment la question de est-ce qu'on peut être vraiment amis. Pour moi, c'est l'amitié qui m'importe le plus dans les relations. C'est trop noble en vrai. Je vais pas mentir à mes meilleurs amis en fait. Et parfois, tu peux mentir à ton partenaire quand vous êtes plus cette entité de meilleurs amis. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc vraiment mon truc, c'est je veux vraiment que si j'ai une personne dans ma vie, ce soit ma meilleure amie et qu'on puisse être vraiment franc l'un envers l'autre. Et c'est peut-être pas ce que j'ai fait dans le passé, je cherchais peut-être autre chose, tu vois. Une fois que la personne c'est ta meilleure amie, où vous avez vraiment ce truc de srab, de poteau, y a rien à faire, eh ben peut-être que tu peux aller dans ce truc médiatisé parce que vous êtes invincible et vous avez un socle tellement solide que vous pouvez affronter vents et marées ensemble. Mais sinon, si j'ai pas ce truc-là avec la personne, moi je sais que je vais pas supporter. Je trouve qu'on parle beaucoup du Dinos sensible, tu vois, mais Ouais. pas forcément du Dinos showman. Je repense à tes premières apparitions sur Rap Contenders. Ouais. Déjà, à l'époque, tu jouais avec le public. T'avais l'air très confiant, etc. Ouais. On a beaucoup parlé de ton Bercy. En festival, il y a toujours des super retours, tu vois, sur tes shows, etc. Mhm. Toi, à quel point tu t'y mets du cœur quand tu dois monter sur scène? Étant donné que la musique, c'est la chose que je préfère, j'ai ce truc vraiment de gratitude où je sais que c'est une vie de fou que j'ai. Tu te réveilles dans une ville, tu t'endors dans une autre, t'as des milliers de personnes qui viennent te voir. En fait, c'est pas une vie normale. Donc, je suis tellement heureux quand je suis sur scène que j'ai pas besoin de le prétendre. Donc, je pense que ça se voit et je suis en communion avec le public. Même faire une interview, c'est dire que les gens veulent savoir ce que t'as à dire. Il y a des rappeurs, on s'en fout de ce qu'ils ont à dire, tu vois. Donc, de moi, la moindre chose que j'ai sur Terre, je suis content. Ma générosité sur scène vient de là. Est-ce que t'as un souvenir de concert particulier, tu vois? Un moment inoubliable dans tous les shows que t'as fait? J'en ai plein, mais malheureusement, par exemple, Bercy, les gros concerts en général, je me rappelle un peu du début et un peu de la fin. Mais tout le reste, tu te rappelles pas parce que tu te donnes pour le public. Tu travailles, en fait. Tu prends du plaisir au début, tu prends du plaisir à la fin. Et le reste, il y a tellement d'adrénaline, c'est tellement incroyable ce qui se passe que je me rappelle pas. C'est intense. C'est trop intense. Alors que les festivals, c'est différent. Festival, je me rappelle de tout, tu vois. Il y a 2 Bercy qui arrivent, t'en as déjà fait un. Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant ces 2 dates? Bah là, on vient de finir le stage, et 21-22 février 2025. Franchement, je suis pressé. C'est dur d'en parler sans spoil, mais on aime bien faire les choses en grand, et on est jusqu'au boutiste de ouf et perfectionniste, donc ça va être c'est exceptionnel, je pense. Hein. Je le Plus sais. grand que le premier Bercy? Ouais, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le but. Encore avec une scène centrale? Ça sharp, ça. C'est une scène spéciale. C'est comme je te dis, c'est vraiment un truc où je mets vraiment de l'énergie et il y a ce truc pour moi important dans la communion avec le public et de partage. Des fois, t'as des surprises de ouf, t'as des morceaux où tu pensais pas que ça allait péter autant et ça pète. Et t'as ce truc vraiment d'échange. Tu vois, par exemple, quand je fais des chansons comme 93 mesures, tu le vois que certains passages clés étaient des mantras pour une partie de ton public, des chansons qui t'aident à parcourir et à traverser des moments de vie. Et sur scène, c'est là où tu le vois. Et tu vois certaines paroles, comment les gens les chantent, comment les gens pleurent ou sourient ou peu importe. C'est fou comment j'ai pu trouver à ce moment-là des mots justes pour parler de moi. Et t'as ces gens qui s'identifient à moi et tu vois des gens chanter du début à la fin. Tu vois des gens faire semblant aussi de connaître les paroles. Eux, c'est les pires. Parce qu'ils te trouvent dans tes paroles. Ils font... Mais même ça, il y a une magie de ouf. Il reste encore des places. Il en reste encore, mais pas beaucoup. D'ailleurs, du coup, je voulais que tu nous racontes le process tour. Ouais. Cette tournée de 10 dates, sans Ouais. téléphone. Ouais. Comment c'était? Alors, Process, il faut savoir qu'à la base, c'est un 10 titres et que j'ai pas sorti parce que c'est un 10 titres très spé. C'était de la musique très particulière que jamais fait auparavant. C'était un dinos très particulier, on va dire. Tu vois, c'était de la musique vraiment particulière. À ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment de sortir ça, mais j'ai maintenu la tournée. C'était une expérience qui devait aller même plus loin que les téléphones, etc. Et il y a ce truc où sur les festivals, je me suis vraiment rendu compte que il y a beaucoup de gens qui vivaient les concerts à travers leur téléphone, qui se rappelaient pas de l'instant présent, en vrai, parce qu'il y avait pas ce truc de je regarde et je profite. Et tu vois, t'es sur scène, on te donne un téléphone pour snapper, pour truquer, etc. Je trouvais ça dommage de biaiser les interactions comme ça et de biaiser les souvenirs aussi. Et donc voilà, j'ai juste décidé de faire une tournée plutôt des petites salles et ils avaient leur téléphone sur eux. C'était juste
juste dans des pochettes. Donc après, il y a plein de gens qui en ont parlé. Je trouve que c'est une expérience de ouf et c'est un truc qui se fait déjà dans les stand-up en vrai, tu vois. Si tu voyages un peu et que t'as l'occasion de voir du Dave Chappelle ou peu importe, et t'as pas ton téléphone sur toi et t'es 100% focus. Moi, par exemple, j'ai ce truc où j'avais cette addiction à mon téléphone, au réseau ou un truc comme ça où tu scrolles des fois et tu vois que ça fait 1h30 que t'es dessus. À ce moment-là, dans ma vie en tout cas, j'y vais quasiment sans téléphone aussi. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que j'avais ce truc où j'étais pas sur les réseaux, j'avais plus de réseaux sociaux, etc. Je faisais une sorte de sevrage et je trouvais ça sain qu'on puisse se retrouver avec le public sans bigot, en vrai, tout simplement. C'est pas un truc moralisateur ou c'est je me prenais pour le Mahatma ou je sais pas quoi. C'est juste, venez, on kiffe en vrai, tu vois. Et surtout, c'est des chansons que j'avais pas chantées depuis longtemps et que je vais peut-être plus chanter. Venez, on prend du plaisir. Et c'est juste vous, moi et on s'en rappelle. Et justement, c'était comment la connexion avec le public? T'as ressenti quelque chose de différent? C'était la folie, c'était charmé. C'était de la folie et tu vois les gens qui sont là. Non, c'était une expérience de fou et je suis même capable de le refaire. Et il y a ce truc où, c'est vrai que les rappeurs en ce moment, ils aiment bien parler de la fin. Genre, ouais, c'est peut-être mon dernier album, ouais, c'est peut-être mon... Mais je pense que les rappeurs qui parlent de ça, on tourne tous autour des mêmes tranches d'âge. Et c'est normal de penser à l'après parce que j'y pense aussi. Si ça se termine, j'aimerais bien, t'as vu, avoir certains souvenirs pour moi, des choses qui m'appartiennent aussi, tu vois. Et ça en fait partie, ce Process Tour, c'était exceptionnel, et je me rappelle de toutes les dates du début à la fin. Tu vois, on parle souvent de cahier des charges quand on parle d'albums dans le mainstream, etc., machin. Ouais. Toi, est-ce que tu penses que cette idée-là, elle est encore vraie aujourd'hui? Moi, j'avais un cahier des charges, mais il était très technique, mon cahier des charges. Il était sur des plugins à plus utiliser, sur les traitements de voix à plus faire, des reverbs à ne pas utiliser. C'est vraiment, c'est un cahier des charges de geek, de loop, splice, par exemple, à ne pas utiliser, des trucs que j'ai plus envie de faire. Des types de chansons que j'ai pas envie de refaire, des bis repetita ou des terres repetita, ce que tu veux que j'ai pas envie de refaire. Il y a des gens qui attendent dans mes albums des morceaux longs comme 93 mesures, etc. Mais je l'ai déjà fait. Donc je le fais si mon cœur m'en dit. Si j'ai pas cette inspiration, je vais pas le forcer. Il y a rien de pire que de forcer. Je fais ce que je veux, là. T'as 31 ans dans quelques jours. Ouais. Dans le paysage rap, est-ce que tu te dis que tu commences à devenir un ancien? Est-ce que t'as encore des choses à prouver? Où est-ce que tu te situes, toi, exactement? Je me pose pas vraiment ces questions aussi, hein. Il y a un mec que j'ai vu il y a pas longtemps, qui m'a arrêté dans la rue, il m'a dit, j'aime trop ce que tu fais, c'est trop charmé, je t'écoutais quand j'étais petit, je t'écoute encore. Je me suis dit, attends, mais comment ça, quand t'étais petit, t'as quel âge, là? Et il a commencé à me parler du rap Contenders, etc. Et mine de rien, c'était il y a 10 ans, en vrai. J'ai pas envie de me positionner par rapport au game. Je pense que c'est une grosse erreur. J'ai pas envie d'arriver à voir des cheapeux et de me positionner en rien, c'est dire, t'as vu, moi, en vrai, j'ai fait ça, mais je pense que, ça va tranquille, si je peux même donner des conseils à un aîné sans lui manquer de respect, je le ferai aussi. Je sais pas, Malo, par exemple, un artiste que j'aime beaucoup, qui a sorti ses EP le mercredi, parce que je disais, mais pourquoi tu veux sortir un truc le vendredi? Il y a toutes les sorties, il y a toutes les grosses sorties, et là, t'as un stade de ta carrière où t'es dans une liberté, et t'as pas le stress des chiffres. T'es encore à ce moment où t'as pas le stress des chiffres. Sors le mercredi. Et t'es pas en fausse compétition avec des gens qui vont sortir le vendredi. T'as ton propre créneau, t'es là le mercredi, sors le mercredi. Mais c'est des discussions que je donne par rapport à mon expérience, tu vois. Et au final, il a sorti son EP un mercredi, tu vois. Depuis Stamina, ou avant Stamina, Stamina, je crois, c'est le premier album où, en tout cas dans le rap français, ça se faisait déjà aux États-Unis. Très peu d'ailleurs, mais ça se faisait un peu où on annonçait pas les feats. Stamina, j'ai pas annoncé les feats. J'en parlais avec SCH qui me disait, ouais, t'annonces quand notre feat, etc. Je lui dis, j'annonce pas les feats, moi. J'aime pas annoncer les featuring. Moi-même, quand j'écoute des albums et que j'entends un feat surprise qui me plaît, c'est mieux, tu vois. Et au final, il a sorti Autobahn où il a pas annoncé ni moi ni Solalune, je crois. Et il me disait, ton idée elle est pas mal, en vrai, je crois que je vais faire ça et c'est charmé. Ou même ce truc de la scène centrale, de Bercy, The Weeknd, Drake, etc. où les Français on n'a pas encore fait, tu vois. Donc pourquoi on le ferait pas en France? Peut-être qu'on serait les premiers à le faire, etc. Et par la suite, tu vois plein d'autres artistes qui font des Bercy ou d'autres salles scène centrale, tu vois. Donc ça c'est cool en vrai si tu inspires à cette échelle-là, c'est stylé, tu vois. L'inspiration appelle l'inspiration. Je voulais parler de ton surnom. Elle est Pichichi. Ouais. Parce que Pichichi, du coup, c'est le titre qu'on donne au meilleur buteur du championnat espagnol. Ah, direct. Samuel Eto'o. Je pensais que t'aurais pu hésiter Samuel avec Ronaldo. Eto'o, fils. Ouais, mais je suis chauvin, moi. R9, c'est mon attaque. Ah, non, Samuel Eto'o, je suis chauvin. Bon, après, R9, il nous a tous fait rêver, en vrai, le phénoméno, je crois que c'est mon attaquant préféré de tous les temps. Mais je te dirais quand même Samuel Eto'o, parce que je suis Camerounais, c'est le continent. Pour en revenir un peu à ton statut, il y a de nouveaux que t'as invités sur l'album, de nouveaux artistes qui représentent vraiment la génération de rappeurs qui pètent en ce moment. Parle-nous un peu de ce feat, justement. De Joe Lagren et Lamano. T'es là quand la quiche t'es balèze, mais t'étais pas là quand la quiche était toute dans ma tête, c'est South Park. Il y a plein de rappeurs que j'écoute, hein.
J'écoute, je sais pas, Sheriff La Zone, JRK19. Il y a plein de nouveaux rappeurs et trucs qui arrivent que je trouve fort de ouf. Et Joe et la Mano, c'est mes préférés. Joe, on était déjà branchés depuis un moment. Et la Mano aussi, on s'est branchés. Et on a fait ce morceau, un banger de ouf. J'ai reçu la prod, j'ai pensé à eux direct. Moi, j'ai pas de souci à dire que, par exemple, actuellement, ils font partie de mes rappeurs préférés. J'ai pas cet ego de rappeur de pas reconnaître le talent d'un ou autre, ou de pas le dire en interview, ou de pas le citer, ou de... Moi, j'ai pas de stress avec ça, en vrai. Et ouais, ils sont trop forts, en vrai. Et ils représentent vraiment la scène actuelle, mais sous deux axes différents. Tu vois, il y a une étude de Deezer qui mériterait certainement d'être refaite parce qu'elle a été faite en 2018, mais elle est quand même intéressante. En France, en moyenne, à partir de 27 ans et 3 mois, on serait atteint de paralysie musicale. En gros, ça veut dire que à cet âge-là, nos goûts n'évoluent plus et on n'est plus amené à écouter de nouvelles musiques. Alors, moi, c'est particulier. C'est trop bizarre ma manière de consommer la musique. J'ai une fois par semaine où j'écoute les tops de toute l'Europe, les tops d'Amérique du Sud et les tops d'Amérique. Et déjà, bon, il y a de moins en moins de rap dans le top, à part en France. Et même ça, il y a pas mal d'afro, on va dire, ou de musique dansante. En vrai, j'écoute tout ce qui sort. Je digue. Mais, pour mon plaisir personnel, j'écoute les mêmes chansons en boucle. Tu vois, donc mon plaisir personnel, c'est quand je suis chez WAM, si je fais à Grail, ou si je suis dans Magova, ou peu importe, dans l'avion, etc. J'écoute les mêmes albums que j'écoutais il y a 3 ans. C'est vrai. Donc j'écoute, je crois que cette année, pour mon plaisir, je n'ai écouté genre 5 artistes Kanye. J'ai écouté beaucoup de Frank Ocean, Fred Again. Putain, c'est l'année où j'ai le moins écouté de Jay-Z, je crois. J'en ai écouté et... Ouais, c'est ça, hein. Kanye. Ouais, bon, j'ai écouté que Kanye cette année, je crois. Après, j'ai écouté plein de morceaux de rap français, tu sais. La Mano, Z, mais en boucle, j'écoute... Attends, c'est quoi, je vais dire ça tout de suite, là. Mais c'est ça, en gros, c'est... y a un truc où... Non, je suis un malade, j'ai écouté Travis toute l'année, je vois Rodeo. J'ai beaucoup écouté Rodeo. Utopia aussi, mais j'écoutais beaucoup Rodeo, je sais pas pourquoi. God Forgives I Don't de Rick Ross, c'était exceptionnel, j'ai beaucoup écouté. Et bizarrement, j'ai écouté Glorilla à fond cette année. Là, en arrivant, j'écoutais Project Pat, Juvenile et les Hot Boys, la 36 Mafia. Mais sinon, c'est du Kanye, ouais, c'est que du Kanye, du Nipsey. Ah non, je suis un mytho, j'ai écouté de ouf Beg for Mercy de G-Unit. Beaucoup de James Blake. J'ai écouté un truc, gars, si je te montre la honte. J'ai écouté Brat. Oh la honte. Yeah, 360, when you're in the mirror, do you know what you see? Alors, c'était bien? Je sais même pas, gars. Ah, j'ai écouté beaucoup de Papa Wemba. J'ai écouté Richard Bona, beaucoup, un artiste camerounais. Beaucoup de Lana Del Rey. Là, je suis en train de faire de la découverte aux gens. Il y a un artiste qui s'appelle Brian Eno, un des piliers de la musique d'ambiance. Quand t'as besoin tu te réveilles ou quand tu veux t'endormir. Et c'est un peu le mentor de Fred Again. Kiked. J'écoutais Kiked, wesh. Bro Seven O'Shake, Gunna. J'écoutais beaucoup de Rosalia. Je crois que c'est tout, hein. Là, c'est pour mon plaisir personnel, mais c'est pas dire que les rappeurs, on aime aussi dire moi j'écoute que du Quinry, moi tout ça. Non, j'écoute grave du rap français. Là, on est à la fin un peu du deuxième âge d'or du rap français. Ouais. Et il y a beaucoup de critiques, notamment sur le rap mainstream. Ok. C'est quoi, toi, ton avis sur l'état du rap actuellement? Alors, t'as vu, au début de l'interview, je disais que je me pose pas beaucoup de questions, etc. Mais là, je me pose beaucoup de questions parce que je pense pas que ce soit l'état du rap. Je pense que c'est l'état du monde. Post-Covid, je trouve que le monde, il est un peu vide d'âme, en vrai. Au cinéma, tu vas voir moins de films forts. Sur les plateformes de streaming pour les séries, etc., il y a moins de choses fortes. Je trouve que l'art, dans sa globalité, perd un peu de son âme. Et c'est peut-être aussi dû à la surconsommation, au mode de production où il faut vite produire maintenant pour continuer à exister, à part quelques artistes qui ont réussi à créer leur histoire en prenant leur temps, etc. C'est la vitesse du monde qui fait ça. Donc, c'est vrai que quand j'écoute certains artistes, je me dis qu'on est peut-être moins talentueux, moi y compris, hein, moins talentueux qu'il y a 20 ans. C'est une histoire d'âme, en vrai, pour moi. Une histoire d'âme et aussi une histoire de passion. J'ai peut-être l'impression que les gens sont moins passionnés qu'avant, ils font moins leurs devoirs qu'avant et ils connaissent moins leurs classiques et du coup ils s'inspirent moins de choses, de grandes choses qui ont pu être créées auparavant. C'est tout. Et certes, il y a des albums Quinry qui chartent, dont on parle, etc. Il y a un nouveau Kendrick qui vient de sortir. Non, il y a plein d'albums en vrai qui sont sortis. Je regardais le top aux États-Unis, il n'y a pas tant d'albums que ça qui ont cartonné en rap aux US comparativement à d'autres années. Donc est-ce que depuis l'époque post-Covid, on tourne pas en rond? De manière générale, je sais pas. On va revenir un peu sur le projet. Il y a un featuring dont on n'a pas parlé,
qui paraît assez évident, c'est celui avec Hélène Ségara et Sofiane Pamar. Comment Il paraît pas évident. Comme ça, tu ça t'attendais. paraît évident d'en parler plutôt. Ah ouais, j'ai cru que tu disais ça, c'était évident d'avoir Hélène Ségara sur l'album. Bah non, justement. Genre tu savais, genre tu l'avais le feat, je dis ah ouais, téléphoner. 100 fois tu m'as laissé souvent. Sans toi, tu m'as laissé à quoi bon? Non mais justement, elle a jamais fité avec un rappeur. Comment ça s'est fait? Pourquoi ce choix? Alors Hélène, comme à chaque fois je dis c'est la queen, hein. Je pense qu'on est tous, on a tous été marqués de près ou de loin par sa musique, par sa voix, par son charme. Et c'est vrai à chaque fois j'essaie d'avoir une sorte de légende sur mes albums et j'y tiens de ouf. J'avais Akhenaton sur l'album d'avant. On cherchait une queen pour faire une chanson et pour avoir en fait la ref ultime, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est avec Oumar, on avait une gamberge. À chaque fois on écoute Pink Plus White de Frank Ocean. À la fin, il y a Beyoncé qui fait des voix additionnelles et elle est pas créditée. Et on s'est toujours dit, mais c'est un fou, genre, Beyoncé, elle arrivait comme ça. Et elle arrivait en mode, fait des voix d'esprit. Et on trouvait ça fantastique, en fait, la manière dont elle embellit la chanson. Et donc, on avait des sons sur lesquels on pensait faire ça. Et on se demandait avec qui on pouvait le faire. Et on s'est dit, le nom qu'on s'est donné, on s'est dit, putain, mais ce serait, t'imagines, Hélène Ségara. Et on s'est dit, non, mais c'est impossible. Si elle vient, il faut qu'on fasse une chanson. J'ai pas la prétention de ramener une aussi grande artiste et lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire des alibs à la fin. Si je fais ça, il faut que ce soit un partage artistique, un truc charmé, tu vois. Et voilà, on l'a fait, hein. La variété française, ça fait aussi partie de toi et tes inspirations? En vrai, ouais, dans les trucs de, je t'ai dit tout à l'heure, là, il y avait plein de variétés aussi, hein. Et j'ai beaucoup écouté Barbara cette année. Dis, quand reviendras-tu? Un peu de Brassens, et j'aime beaucoup, c'est un album que j'écoute très souvent, Chambre avec vue d'Henri Salvador. Coécrit par Benjamin Biolay, il est charmé, tu sais, il y a Jardin d'hiver, il y a plein de morceaux incroyables dessus, il fait Dimanche, Jazz Méditerranée, plein de sons incroyables dessus. Et pour terminer, je voulais parler de l'outro du projet. Mes erreurs ne sont pas des fautes. Ouais. C'est un ami à toi qui dit ça? Ouais. Dossé. C'était important pour toi de l'intégrer à ce projet, justement? Bah, j'ai toujours été fasciné par cette phrase. J'aime bien quand un rappeur dit un truc où je me suis dit, putain, il a dit ce truc, c'est fou ce qu'il vient de dire, c'est de la folie. Et Dossé, ça me le fait tout le temps. Je l'ai samplé, on a changé le BPM, on a pitch down, si je me trompe pas. On l'a mis et ouais, ça fitait, donc c'était juste beau pour conclure l'album. Et à quel point cette phrase, elle résonne en toi, entre guillemets? Je trouve qu'il y a plusieurs layers dans la phrase, il y a plusieurs sens en vrai, tu vois. Mes erreurs ne sont pas des fautes, je trouve ça tellement beau de dire ça. C'est fou. Il y a certaines erreurs que tu commets pour apprendre et certaines erreurs qui sont comme des bénédictions déguisées en vrai, tu vois. Et je trouve que c'est une phrase qui donne pas envie d'avoir des regrets. Moi, je regarde pas beaucoup, moi. Non. Je préfère réparer quelque chose que j'ai cassé, Kintsugi en vrai, tu vois, que me lamenter et me dire, ah, mais putain, il y a beaucoup de choses qu'on fait en toute âme et conscience et ce serait trop hypocrite de regretter. Tu peux faire une erreur, mais au bout d'un certain nombre de fois, c'est des choix. Et il y a ce truc aussi sage de demander de l'aide et de dire à ses proches, ses amis ou peu importe, là peut-être que j'ai besoin d'aide si t'es en mesure de m'aider à le changer. Et demander de l'aide, il y a rien d'humiliant de demander de l'aide, tu vois. Ça t'arrive souvent de demander de l'aide? Beaucoup plus qu'avant, parce que je pense qu'il y a un truc c'est Gandhi, je suis pas fan de Gandhi en vrai, mais c'est Gandhi qui disait le plus grand voyageur, c'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui fait 10 fois le tour de lui-même, etc. Quand tu te connais assez, tu te dis là je suis bon, là je suis pas bon. Donc j'ai envie de changer ça ou pas. Là j'ai ce trait qui est peut-être négatif, mais je vais le garder comme ça. Ou sinon tu changes. Et ouais, tu demandes de l'aide. J'ai aucune honte à demander de l'aide. Peut-être que en fait, c'est un truc de sécurité. Une fois que t'es sécure avec toi-même, et il y a ce morceau qui s'appelle Insecure dans l'album aussi, donc ça se rejoint. Mais une fois que t'es sécure avec toi-même et que t'as pas de hashma. Tu vois ce que je veux dire? Oui, honte. Ouais, t'as pas de, comment dire, ouais, t'es sécure avec toi-même, en vrai, tu vois. Avant ce voyage intérieur et te dire, ça y est, j'ai capté qui je suis. Il y a plein de gens qui ne savent pas qui ils sont. Il y a des gens qui savent toujours pas quel métier ils veulent faire, qu'ils veulent exercer, quel type de vie ils veulent mener, s'ils veulent avoir des enfants. Il y a des gens qui sont spectateurs de leur propre vie. Et comme je dis dans un son, exister, c'est pas vivre. Et je pense que parfois, tu peux vivre quand tu sais qui tu es, le bien et le mal, parce que voilà, tout le monde a ces deux facettes-là. Mais voilà, c'est un voyage intérieur et de savoir qui t'es. Et une fois que tu sais qui tu es, tu te trompes pas dans les combats, dans de l'ego inutile, dans certaines choses. Je pense que, l'ego, par exemple, la tournée s'appelle Ego Driven Tour.
Donc ego driven, ça veut dire conduit par l'ego entre guillemets en anglais. Et on a ce truc où ouais, j'ai à des moments été conduit par l'ego et c'est quelque chose que j'essaye de gommer. C'est une phase d'acceptation de plein de choses et d'introspection, tu vois. Merci Dinos. Babanks. On te souhaite le meilleur pour la suite. C'est carré. Conmini